Voilà, je me présente, René Branier, je suis président de votre chambre, la Chambre de commerce du Brabant Wallon, l'industrie du Brabant Wallon. Et je vais introduire un peu le sujet en ce sens que chez moi, dans mon entreprise, comme entrepreneur, j'ai également fait l'objet d'une inspection sociale dans le cadre donc, de la lutte contre le Covid. Pour planter le décor, nous avons dans les bâtiments en tant que tels 48 travailleurs, des ateliers de manufacture, donc du présentiel de manière structurelle pour la fabrication, et puis un gros bâtiment également de bureaux d'études, de services généraux dans lesquels travaillent des sociétés extérieures. Mon administration est gérée par une société extérieure et beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'ingénieurs, des gens qui sont liés également aux achats. Voilà. Alors, cette inspection, elle s'est présentée maintenant, voilà déjà 3 semaines, plus, on atteint la 4e semaine. Un beau matin, alors moi-même, je télétravaille beaucoup, vous me voyez là, mais je passe quand même de temps à autre au bureau, surtout pour faire respecter les règles, signer les factures factuelles qui doivent partir avec les marchandises éventuellement, les quelques certificats également commerciaux nécessaires pour la Russie, où les signatures électroniques sont interdites. Voilà, et travaillant, j'ai un de mes travailleurs en bas qui monte en disant, écoutez, nous avons un monsieur et une dame à l'entrée, il s'agit d'une inspection sociale, mais je vous préviens tout de suite, monsieur Branders, j'ai déjà dû prendre un des inspecteurs par le col, je ne savais pas qui c'était, mais je lui ai tiré les oreilles parce qu'il filait aux toilettes sans s'être désinfecté les mains. Or, toute personne qui rentre ici doit se désinfecter les mains. Donc, je lui ai dit, monsieur, pas d'accès aux toilettes si vous ne lavez pas les mains. Et là-dessus, il m'a dit, oula, chez nous, on ne rigole pas. Simplement, ceci pour comme cadre, pour dire déjà que les personnes qui étaient à l'accueil, qui sont à l'accueil chez moi, ont déjà bien intégré visiblement les règles que je dicte, je répète, je vérifie, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, d'une manière récurrente depuis le début de la Covid, et de manière très structurelle. Et voilà, on voit bien que c'est intégré. Donc, c'est déjà une équipe qui était, l'inspection, qui était un peu mise au pas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Le premier point qu'ils m'ont demandé de vérifier, c'est de pouvoir monter aux étages tout de suite et d'aller vérifier les sanitaires. Donc, nous sommes montés. Vérification du fléchage des escaliers. Ils avaient marqué à haute voix, ils disent, tiens, je vois qu'il y a un fléchage au sol, c'est bien. Dans les sanitaires, les contrôles, c'était voir s'il y avait des instructions pour se laver les mains à l'intérieur, la présence du gel, est-ce que ce gel était rempli. Une remarque sur le fait qu'à la porte d'entrée, il n'y avait pas un document où il était marqué une seule personne à la fois, mais j'ai fait remarquer que dans le guide Covid qu'ils ont respecté par après, Covid intérieur, tout ça a été bien réglé, en ce y compris la gestion totale des visiteurs éventuels. Ils ont pris une personne au hasard pour vérifier si elle était en possession de l'attestation de l'employeur, expliquant sa présence dans les bureaux. La personne spontanément expliqué que cette attestation était dans son véhicule. Si elle voulait la voir, si elle voulait la lire, il pouvait la lire, mais il savait très bien ce qu'il fallait faire avec cette attestation, l'avoir toujours sur eux. Donc voilà. Une vérification également dans les bureaux stricte de savoir pourquoi, enfin, pas pourquoi, de savoir s'il y avait une seule personne par bureau, si les bureaux étaient équipés de fenêtres, si ces fenêtres, en rentrant dans une des salles, voilà, bonjour madame, inspection sociale. Vous travaillez ici? Oui, non, oui, de temps en temps, ça m'arrive. Ah, vous avez une fenêtre? Oui, ben oui, madame, je l'ouvre régulièrement. OK, check, c'est bon. Nous sommes descendus dans les ateliers également à mon invitation. J'ai dit, écoutez, si vous êtes ici pour inspecter, mais éventuellement également pour conseiller. Donc, on va faire un tour ensemble. Transparence en matière de gestion. En atelier, qu'est-ce qu'ils ont été vérifiés? Évidemment, c'est le port du masque, qui est obligatoire chez moi, qui était conseillé. Et puis, une fois qu'on a eu l'obligation dans les lieux publics,
ou partagés par les travailleurs en su, y compris les halls, où la distanciation physique chez moi est titanesque. Hein. Ils ont entre deux bancs de travail facilement 5 mètres de distance. Mais bon, voilà, un point qu'ils ont vérifié. Ils ont vérifié la présence de lingettes désinfectantes sur le matériel partagé, donc tout ce qui est les carques, comment on appelle ça, ce sont les transpalettes. Ils ont vérifié avec un travailleur la manière dont il gérait les poires de commande des ponts roulants, voilà, qui est un matériel commun que nous avions repéré. On viendra après là-dessus. Et puis une question qui est arrivée chez moi également sur la concordance entre les listes introduites en PLF, Passenger Location Form, et les Business Travel Abroad que la société avait introduite, avec une discordance entre la date d'introduction d'un Business Travel Abroad faite pour un travailleur qui revenait du Guatemala et le jour de sa présentation au test Covid, au PLF. Il y avait 24 heures de décalage. Ils avaient la liste de tout mon personnel qui avait voyagé. Il faut savoir que je suis grand exportateur. Je sers pas moins de 61 pays à la grande exportation, en dehors de l'Europe. Et donc là, ils avaient repéré une discordance où effectivement, le test négatif avait été fait au Guatemala, mais l'avion avait eu du retard et avait été reprogrammé avec un autre routing. Donc, l'arrivée du travailleur en Belgique avait été retardée de 24 heures. Bon, je l'ai expliqué la situation, ils n'ont pas fait plus de vérifications. Ils ont dit, OK, il y a un sens dans ce que vous expliquez, je peux très bien comprendre ça. J'ai aucun problème pour les fiches de présence et de voyage, je peux vous les présenter. Non, non, pas nécessaire. Une remarque de l'inspection, ils m'ont fait remarquer que c'était un bel exemple chez nous en matière de gestion et de rigueur. Le personnel était bien briefé, les règles étaient suivies. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme usage pour ça, que vous le sachiez quand même? Donc, pour la Covid, depuis le 4 mai, en fait, j'ai marqué la date ici, j'utilise le formulaire d'Agoria qui s'appelle le CIRS, le Covid Industry Risk Scan, qui est en fait un document reprenant à peu près je dirais une cinquantaine, soixantaine de questions à peu près, qui est une énorme checklist de situations. Qu'est-ce qui se passe dans... Bon, si vous le souhaitez, je peux faire un partage d'écran, mais je suppose que vous allez en parler tantôt, qui est une énorme checklist. Donc, cette checklist vous permet, par rapport à chaque risque identifié, le risque, c'est par exemple, un travailleur est malade, est-ce que les procédures existent dans la maison, comment sont-elles structurées, vous avez un check. Tout ce qui est les lieux communs, vous avez une checklist et vous checkez. En cas d'évacuation d'entreprise, parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a un dégagement de fumée ou un problème de risque, est-ce que lors de l'évacuation des bâtiments, vous pensez Covid? Je remplis ce formulaire depuis, donc, je vous dis, le 4 mai. Vous recevez un cocard vert, orange ou rouge, suivant votre résultat. Vert, vous avez une validation pour 4 semaines, et 4 semaines après, vous le refaites, ce scan. Orange, vous avez 2 semaines pour vous mettre en ordre et refaire le scan pour redevenir vert. Et rouge, vous avez vachement du travail à faire et il y a un problème de fond. L'inspection sociale connaissait le nom de ce document, mais n'avait jamais vu un employeur avec sa scan list en main. Nous avons partagé parcouru le document, parce qu'ils étaient intéressés en disant, voilà, sur quelle base vous travaillez. Il va bien au-delà de ce que l'inspection sociale semble demander. Et donc, voilà, c'est un point qui est un bon référent, en tout cas pour eux. Que dire d'autre? J'y tiens beaucoup, parce que nous avons réussi quand même à limiter la dispersion des cas dans la maison de manière sérieuse avec ce scan. Ce scan permet aussi de revérifier que ce que vous avez demandé est toujours appliqué.
C'est souvent ça le problème dans la gestion des prises de mesures Covid. Comme employeur, vous les prenez, vous les communiquez. On a un intranet pour communiquer ça, voilà. Vous les publiez, mais il y a lieu tout le temps de répéter, de vérifier et de revérifier. Donc, à chaque scan, nous repérons en moyenne 3 ou 4 mesures qui peut-être se sont écartées, ne sont plus tout à fait d'application. Il faut les remettre en place, les recentrer, expliquer le sens de la contrainte. C'est quand même des contraintes que l'on demande, être très didactique. Je, personnellement, une fois par semaine, je descends dans les ateliers. On a un briefing, 5 minutes sur la Covid, au-delà des questions de travail. Et chaque semaine, nous rappelons l'importance d'une mesure spécifique pour que cette intégration soit bien mise dans l'atelier personnel. J'ai un personnel qui est volontaire, j'avais les rebelles au début, ils ont compris le sens, ils ont compris de l'importance de pouvoir maintenir l'emploi actif dans la structure de fonctionnement. La liaison entre les personnes dans les bureaux et les personnes d'atelier sont toujours justifiées. Donc, ce sont des gens, quand ils viennent, qui ont des contacts physiques avec des pièces de l'atelier qui ne pourraient pas être menées dans leur mission à distance. Voilà. Alors, je vous dirais qu'elle n'était pas agressive, cette inspection, du moins chez moi. Évidemment, le ton était donné au départ, mais il faut prendre les choses très sérieusement parce qu'eux aussi ont des checklists qui sont là. Moi, je vous invite tous comme employeurs à y prêter de l'attention, à bien faire, à le faire sérieusement et de ne jamais vous considérer comme quelque chose d'acquis. Donc voilà, il faut savoir que ce scan change au cours du temps en fonction des nouvelles dispositions sanitaires. Maintenant, c'est les taux de CO2 dans les lieux fermés qui sont intégrés dans le dernier CIRS. Et bon, je vous invite à en faire usage puisque Agoria a maintenant partagé ce scan à travers de la plateforme de la FEB. Donc, faites-en usage et faites-en bon usage. Voilà. On est tout de suite ici sur le premier slide où je vous indique voilà, très rapidement les 4 points qui vont être abordés. Je vais moi-même vous reparler, même si M. Branders en a déjà touché un mot quand même dans l'introduction, des différentes obligations spécifiques qui existent pour les employeurs en matière de coronavirus. Beaucoup de choses que nous connaissons déjà, mais parfois ça vaut la peine de remettre ça en perspective et je vous présenterai également une partie des outils qui sont en accès libre pour préparer une inspection correctement. Maître Wingens, mon associé, va vous parler ensuite de la manière dont les contrôles sociaux peuvent survenir. Ils peuvent parfois être annoncés par l'envoi d'un courrier préalable ou survenir de manière inopinée, et dans ce cas-là, mieux vaut savoir comment réagir. Maître Caroline Boumal va ensuite vous entretenir des différents pouvoirs des inspecteurs sociaux, puisque c'est toujours bon de savoir à l'avance ce qu'un inspecteur peut ou pas vous demander ou exiger dans le cadre d'un contrôle comme cela. Et ensuite, Maître Rousseau vous entretiendra des sanctions qui peuvent être administrées à l'issue d'un contrôle social en matière de coronavirus, mais aussi plus largement pour tout contrôle social. Nous allons réserver ensuite un temps de questions-réponses et on vous invite à procéder à poser vos questions via le chat. Ce sera plus simple à gérer ensuite. Alors, je démarre ma partie en ce qui concerne les obligations spécifiques à la lutte contre le coronavirus. Si on les divise pour être les plus pratiques possibles, eh bien, on se rend compte qu'il y a grosso modo 3 grands champs de mesures à mettre en place. Tout d'abord, les mesures organisationnelles. Dans les mesures organisationnelles, on a vraiment toute la réflexion que vous allez devoir mener ou que vous avez certainement dû mener depuis déjà 1 an maintenant pour démarrer la mise en place de la sécurité sanitaire dans votre entreprise. Il y a également des mesures sanitaires en tant que telles, donc ça c'est tout ce qui touche à l'hygiène. Et puis il y a tout un pan de mesures qui sont plutôt de nature administrative, puisque le tout n'est pas d'avoir des installations qui sont en ordre au niveau sanitaire. Il faut encore être en mesure de
démontrer en cas de contrôle que votre administratif a suivi également. Au niveau des mesures organisationnelles, voilà, on a déjà discuté avec entendu M. Branders expliquer une série de choses. Je pense important de les restructurer aussi pour bien que vous compreniez que dans votre réflexion en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus en entreprise, vous devez avoir une réflexion qui se tourne tant vers vos travailleurs que vers les tiers à l'entreprise. Donc, vous devez vraiment réfléchir à la mise en place de vos mesures en veillant à ce que l'information soit absolument optimale vis-à-vis de votre personnel, mais qu'elle soit aussi visible et compréhensible pour tout tiers qui, à un moment donné, rentre dans les locaux de votre entreprise. Et donc, c'est vraiment une réflexion à mener en termes de pédagogie et de signalétique pour pouvoir mettre en règle aussi toute personne qui rentre chez vous. Il y a la réflexion qui doit être menée au niveau du télétravail, qui est bien entendu obligatoire et qui nécessite bien souvent de se pencher sur les outils de travail qu'on va pouvoir ou devoir mettre en place pour permettre ce télétravail. Il est important de rappeler, puisque c'est une chose que l'on rappelle assez peu, qu'il n'y a pas que vos travailleurs salariés qui sont visés par la mesure de télétravail obligatoire, mais c'est également le cas pour vos indépendants. Donc, si vous travaillez avec du personnel qui est sous statut indépendant et qui est en mesure de faire du télétravail, vous avez également l'obligation de l'imposer à ce personnel indépendant. Vous devez réfléchir en termes de taille de vos équipes et voir dans quelle mesure vous pouvez diviser ces équipes, réfléchir en termes de bulles comme on le fait dans la sphère privée en installant un système de régulation des horaires, le cas échéant, ou d'alternance pour l'accès aux bâtiments et à certains locaux en vérifiant à limiter au maximum les rotations entre les équipes. Il est bien entendu indispensable dans certains cas de faire des partages de compétences en mêlant des gens de différentes équipes, mais vous devez vraiment mener cette réflexion en limitant au maximum malgré tout de mélanger les gens. Et vous devez être en mesure de vous justifier en cas d'inspection de ce que vous avez mis en place. Donc, rien de tel qu'une réflexion documentée où vous laissez des traces écrites de ce que vous avez mis en place à cet égard. Limiter la capacité des locaux, ça paraît élémentaire, mais néanmoins, c'est vraiment important de se poser cette question et d'accompagner cette limitation de capacité des locaux d'une signalétique qui soit tout à fait optimale. Ça vise également tous les lieux auxquels on ne pense pas nécessairement, on pense toujours aux bureaux, les salles de réunion, les sites de production, etc., mais ça vise aussi des couloirs, des ascenseurs. Définir les zones de circulation, M. Branders vous l'a dit. Il y a effectivement une signalétique qui peut être utilisée, mais c'est surtout ici en termes de réflexion de comment est-ce que je vais organiser la circulation dans l'entreprise. Il ne suffit pas de mettre de la signalétique au sol, il faut aussi être en mesure d'expliquer et de documenter la manière dont vous avez pensé cette circulation au sein de vos locaux. Et puis, on l'a dit, l'alternance des horaires et des pauses doit être pensée également pour éviter que tout le monde soit en même temps au même endroit. En ce qui concerne les mesures sanitaires en tant que telles, mais ça vous les connaissez plus que bien désormais puisque il y a évidemment toutes les mesures en matière de gel, de masques qui sont devenues maintenant complètement obligatoires. La désinfection des surfaces communes, c'est quelque chose dont on parle moins souvent, mais comme M. Branders l'a dit, lorsqu'une inspection débute, on va vraiment aller vérifier que le matériel nécessaire à cette désinfection soit à disposition immédiate du personnel. Et à nouveau, dans le cadre de votre réflexion dans les mesures organisationnelles que vous avez pensées en amont, de vraiment avoir listé toutes les surfaces qui sont communes, qui sont susceptibles d'être utilisées par plusieurs personnes au cours d'une même journée ou au sein d'une même équipe et qui doivent faire l'objet d'une désinfection accrue. Ça va des interrupteurs aux poignées de porte en passant par les outils de travail lorsqu'ils sont partagés. La limitation des distances sociales, ben ça, on connaît ça par cœur désormais aussi. L'aération, la ventilation des locaux, avec une réflexion qui doit être accrue lorsqu'on est dans des locaux qui ne peuvent pas être aérés, mais dans lesquels des ventilations spécifiques peuvent être éventuellement installées. On oublie souvent d'en parler, mais il y a énormément d'entreprises qui fonctionnent avec des lieux de travail mobiles. Donc, vous devez mener cette réflexion tant pour les lieux de travail bâtiments fixes que pour les lieux de travail mobiles en veillant
à ce que les lieux de travail mobiles, comme les chantiers notamment, soient équipés de sanitaires où là aussi, on met en place les mesures obligatoires. La signalétique, on en a parlé, mais ce n'est pas que le marquage au sol qui est visé ici, c'est aussi la signalétique à titre d'information. Donc, on doit pouvoir, lorsqu'on rentre dans une entreprise, tout de suite en termes de visuel, retrouver sur les murs, sur les outils de travail, des instructions claires sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, le nombre de personnes qui peuvent ou pas se tenir dans la pièce en question, etc. Les zones de circulation doivent être à la fois définies, mais aussi délimitées physiquement par des cloisons, des rubans, du marquage. Je voudrais juste revenir un point sur les sanitaires en tant que tels, auxquels je voulais consacrer un peu plus d'attention. Quand un inspecteur social vous dit « je vais me rendre dans les sanitaires et vérifier si les sanitaires sont aux normes », on ne parle pas uniquement de vérifier si vous avez mis du savon à disposition, mais on va aussi vérifier s'il traîne encore des essuie-mains. On va évidemment vous administrer un mauvais point, mais vous devez aussi avoir strictement et définitivement condamné tout ce qui est sèche-mains électrique à ventilation électrique. Donc, vous devez vraiment avoir condamner ça, on ne peut plus pouvoir les utiliser et seules des lingettes papier doivent être désormais à disposition de votre personnel avec des poubelles fermées. C'est vraiment un point d'attention particulier à avoir puisque on ne l'imagine pas nécessairement, mais oui, un inspecteur social va aller jusqu'à vérifier comment sont configurées vos toilettes et comment vous avez mis en place les mesures jusque et y compris dans les toilettes. Donc, vous veillez aussi à de nouveau rappeler les instructions sur le lavage des mains dans les sanitaires, y compris sur les lieux de travail mobiles. Les obligations administratives, c'est un pan des mesures qui est en général le plus compliqué à mettre en place parce qu'une fois que vous avez mené toute votre réflexion sur le terrain, que vous avez fait votre marquage au sol, que vous avez mis à disposition votre gel hydroalcoolique, le savon, les outils de désinfection des surfaces, eh bien, on a souvent l'impression que le travail est fait et on a tendance à oublier que derrière ça, il y a encore beaucoup de paperasse à gérer. Les mesures administratives, c'est essentiellement des attestations, des registres qui doivent pouvoir être utilisés, mais avant cela, il s'agit vraiment de l'adaptation de votre analyse de risque. L'analyse de risque, c'est quoi? L'analyse de risque, c'est un gros document qui détaille, on va dire, tous les risques susceptibles de survenir dans votre entreprise au vu de votre activité propre. Et donc, vous devez, comme tout employeur doit le faire, dans le cadre de votre politique de prévention et de sécurité pour vos travailleurs, vous devez avoir une analyse de risque à jour qui doit être constamment rééditée pour tenir compte des évolutions de vos business. Et cette analyse de risque, vous avez normalement toujours dû l'avoir et elle est mise en place avec l'aide souvent des services de prévention externes. Cette analyse de risque, c'est vraiment l'outil central dans lequel doivent se retrouver toutes les mesures spécifiques à la protection de vos travailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et donc, quand vous avez mis en place toutes vos mesures sur le terrain, quand vous avez pensé votre circulation dans les locaux, etc., et la manière dont vous allez donner les instructions à vos travailleurs, vous devez vraiment documenter tout cela et le lieu spécifique pour aller l'indiquer, c'est vraiment votre analyse de risque qui doit donc être à jour et c'est un point qui va être vérifié par l'inspection sociale en cas de contrôle. Lorsque cette analyse de risque est à jour, vous devez veiller à distribuer à tous les travailleurs qui sont dans l'impossibilité de réaliser du télétravail une attestation qui justifie de la fonction qu'ils occupent et de la raison pour laquelle cette fonction n'est pas compatible avec le télétravail. Cette attestation peut aussi concerner des travailleurs qui sont tantôt en télétravail, tantôt sur le terrain. Il faut alors que l'attestation précise de manière tout à fait circonstanciée en quoi la fonction permet du télétravail à concurrence de X jours semaine, par exemple, et pourquoi les jours où cette personne n'est pas en télétravail, elle doit se retrouver sur place. L'idéal, c'est même d'aller jusqu'à préciser dans l'attestation suivant quel horaire le travailleur va tantôt prester à la maison,
tantôt prestés sur place. Parfois, ce n'est pas possible parce que l'organisation du travail nécessite malgré tout une certaine flexibilité. Dans ce cas-là, il est conseillé au minimum de préciser dans l'attestation que c'est à raison de X jours par semaine ou encore que ponctuellement, la présence de ce travailleur est requise sur le lieu de travail, ce qui permet, dans le pire des cas, en cas de contrôle, si la personne présente son attestation, de pouvoir à tout le moins couvrir la journée contrôlée, puisque ce jour-là, ponctuellement à tout le moins, sa fonction requérait une présence sur place. Ce qui est tout nouveau et qui découle du Code éco qui a eu lieu le 24 mars, donc mercredi dernier, c'est désormais la tenue du registre des présences en matière de télétravail. Donc, il a été désormais imposé aux employeurs à la fois, puisque au jour d'aujourd'hui, alors c'est très évolutif et les textes varient vraiment d'un jour à l'autre en ce moment, donc c'est assez compliqué de vous donner une photographie définitive des mesures, mais donc on ne peut faire que de vous entretenir de ces mesures au jour le jour, mais au jour d'aujourd'hui, l'arrêté ministériel en matière de télétravail, qui est l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, est toujours libellé en vous obligeant de mener, en tout cas le travail de faire vos attestations. Ça doit, c'est toujours d'actualité. Ça vaut toujours pour les salariés comme pour les indépendants. Cette nouvelle mesure de registre de présence, à mon sens, vient s'ajouter aux attestations, sauf si dans les prochains jours, elle devait la remplacer. Mais au jour aujourd'hui, dans l'état actuel de cet arrêté ministériel, les attestations sont toujours en vigueur. En ce qui concerne ce registre des présences, ça a été un petit peu flottant en fin de semaine dernière quant à savoir comment concrètement les employeurs allaient devoir les compléter. Désormais, il y a un système d'enregistrement qui a été en tout cas mis en place par le site de l'ONSS. Est-ce qu'il est déjà mis en ligne? Il faut le vérifier avec vos accès d'employeur puisque vous devez utiliser vos accès pour entrer sur la plateforme de sécurité sociale. Et c'est là que vous allez devoir enregistrer les présences pour le télétravail. Il y a à la fois un contrôle toujours du nombre de personnes en télétravail sur un mois complet et un contrôle aussi journalier qui doit pouvoir être fait à tout moment. Monsieur Branders vous en a parlé, et ça c'est un pan qui ne concerne pas nécessairement tous les employeurs, mais il y a aussi beaucoup, même vraiment de manière assez lourde, énormément d'administratifs qui entourent le travail des personnes qui circulent à l'étranger pour des raisons professionnelles, avec ces fameux formulaires PLF que nous avons tous dû, quand les voyages non essentiels étaient encore possibles, compléter lorsqu'on a voyagé l'été passé notamment, mais qui s'imposent pour les travailleurs en provenance de l'étranger, avec une vigilance accrue qui doit être réalisée en termes de timing par rapport au moment où vous rentrez le formulaire PLF sur la plateforme web et les heures dans la fenêtre d'heures dans laquelle le test Covid doit être réalisé par la personne puisque, effectivement, s'il y a une discordance, directement, il y a un petit warning qui va permettre à l'inspection sociale de comprendre qu'il y a éventuellement un problème et une explication à réclamer à l'employeur. Vous allez devoir aussi, et ça peut en cas de cluster devenir très vite compliqué à gérer, devoir vraiment vous fixer une ligne de conduite pour gérer les questions liées aux quarantaines et toute situation où vous avez une suspicion. Vous allez devoir vraiment à ce moment-là justifier pour quelles raisons et en quelles circonstances vous allez décider, par exemple, d'écarter un travailleur quelques jours. A priori, aujourd'hui, la législation est relativement claire au niveau des certificats médicaux en matière de Covid lorsqu'il s'agit de quarantaine. C'est désormais, je pense, bien connu des employeurs, mais certains cas nécessitent malgré tout parfois de se demander, tiens, est-ce que là je vais jusqu'à écarter du coup quelqu'un qui a peut-être été en contact X heures avant, etc. Dès que vous avez le moindre doute, n'hésitez jamais à prendre contact avec votre service de prévention externe qui est à votre disposition pour tout cela, avec le médecin du travail qui peut vous aider à tout moment. Pour vous aider à préparer l'inspection dont mes collègues vont vous parler à l'heure plus en détail pour vous expliquer comment ça se passe et jusqu'où un inspecteur social peut aller, eh bien, en amont de cela, en regard de tout ce que vous aurez mis en place comme mesure de prévention dans l'entreprise, une fois que vous avez terminé ce travail, il est toujours bon d'aller s'auto-évaluer, entre guillemets,
et de se référer à toute une série d'outils qui sont en accès libre sur Internet pour bien se préparer. Ces outils, quels sont-ils? Vous avez tout d'abord, je vous ai mis les liens, mais donc les liens sont disponibles dans le PowerPoint et vous allez recevoir ce PowerPoint après la présentation. Et j'ai envoyé à Madame Jadoul les documents sous format Word ou PDF selon le type de document, et donc que vous allez recevoir après la présentation aussi. Donc a priori, vous ne devez pas nécessairement aller cliquer et tout rechercher, vous aurez les documents. Mais certains, notamment tout ce qui touche à la signalétique, là par contre, ce sont plutôt des accès web que des documents. Mais donc voilà, je vais vous expliquer grosso modo de quoi il s'agit pour que vous puissiez ensuite, lorsque vous irez relire ces papiers, comprendre comment les utiliser à bon escient. Il y a tout d'abord le guide générique qui a été mis en place par le ministère de l'Emploi et du Travail, qui remonte déjà à quelques mois, mais qui est constamment mis à jour. Ce guide générique est un gros PDF de facilement 60-70 pages, mais qui est assez bien fait et qui reprend un condensé, entre guillemets, des mesures, parce qu'il faut savoir que toutes ces mesures ont été mises en place au travers d'outils législatifs qui sont très éparpillés et que tantôt on va retrouver certaines obligations dans certains textes légaux, tantôt dans d'autres, et qu'il n'existe pas à ce jour une liste coordonnée de tout cela. Et donc, ce guide générique est en tout cas utile pour, à un moment donné, avoir une vision plus globale des mesures à mettre en place. Donc, c'est bourré de choses pratiques, et donc je vous invite vraiment à vous y référer à tout moment. La checklist prévention, qu'est-ce que c'est? C'est à nouveau un outil qui a été mis en place par le SPF Emploi Travail. C'est un document qui vous permet vraiment de diviser, on va dire, les grands thèmes dans la prévention et d'aller vraiment vérifier pour chacun de ces thèmes ce qui doit être mis en place. Et donc, par exemple, vous allez retrouver tout ce qui concerne les sanitaires, tout ce qui concerne les zones où les gens prennent des repas, tout ce qui concerne les zones accessibles au public, tout ce qui concerne les bureaux, les sites de production, etc. Et pour chacune de ces catégories, vous allez avoir vraiment les points d'attention pratico-pratiques qui doivent être rencontrés lorsqu'un employeur réfléchit à sa mise en conformité au niveau de la lutte contre le coronavirus. Donc, c'est vraiment un document plutôt de préparation en amont sur le terrain pour vous assurer de ce que votre entreprise est effectivement en règle. Alors, il y a le système de scan dont M. Branders vous a parlé. Vous n'y avez pas nécessairement accès, puisque, si j'ai bien compris, c'est via le site Agoria. Donc, sans doute qu'il y a une affiliation pour pouvoir pénétrer alors dans le site et aller récupérer ce système. Ça n'était pas très clair pour moi parce que nous avons eu juste un souci de connexion au moment où M. Branders a évoqué ce point. Et donc, voilà. Mais en tout cas, la checklist prévention du SPF Emploi est déjà un outil très bien fait et qui est en libre accès. La checklist des contrôles, ça, c'est plutôt la vision depuis voilà, la vision pour l'inspection sociale en cas de contrôle. C'est vraiment un document qui a été mis aussi en libre accès par les services de contrôle et qui reprend vraiment les points que l'inspecteur social va vérifier lorsqu'il se présente dans votre entreprise. Et là, ça permet vraiment de faire votre auto-évaluation en prenant en compte le document tel que l'inspecteur social l'aura sous les yeux. Alors évidemment, et ça mes collègues vont vous l'expliquer, un contrôle social ne va pas se limiter à cette checklist puisque l'inspecteur social qui vient sur place, s'il rencontre d'autres anomalies, il va les pointer également. Mais malgré tout, c'est un outil qui est vraiment très intéressant à utiliser et où on voit qu'effectivement les inspecteurs sociaux vont assez bien en profondeur. Je vous ai mis un lien et ça par contre je ne l'ai pas accompagné d'un document spécifique, donc pour y accéder vous devrez vraiment utiliser le lien qui est mentionné dans le PowerPoint. Ça c'est un lien vers le site du SPF Emploi à nouveau, sur lequel vous allez retrouver les signalétiques les plus courantes en matière de lutte contre le coronavirus et vous allez tout simplement pouvoir aller télécharger des affiches que vous pourrez ensuite imprimer et aller coller sur les différents espaces de votre entreprise pour qu'à tout moment, cette information dédiée à la fois à votre personnel et à la fois à tout tiers qui pénètre sur le lieu de travail puisse être correctement réalisée et démontrée en cas de contrôle. Et puis alors, les attestations de télétravail, a priori, tous les secrétariats sociaux en fournissent sans difficulté. Si vous avez encore besoin d'un document comme celui-là, que vous ne l'avez pas encore mis en place ou que vous n'avez pas obtenu quelque chose de votre secrétariat social, là aussi, je vous ai remis un lien en accès libre sur Internet.
Quelques conseils pratiques enfin avant de céder la parole à Maître Wingens pour préparer donc cette inspection ici et vraiment dans la foulée peut-être de ce webinaire. C'est vraiment encore de se mettre un point d'attention sur ce que vous pouvez faire en plus de tout ce dont je vous ai déjà parlé. Vous devez aussi sensibiliser votre personnel. Alors sensibiliser le personnel, ça ne veut pas juste expliquer, ça ne veut pas juste dire lui expliquer quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour la lutte contre le corona. Sensibiliser votre personnel, c'est aussi lui dire en dédramatisant la chose, qu'à tout moment, un inspecteur peut se présenter sur le lieu de travail. Il faut parler de cela avec vos travailleurs, c'est très très important parce qu'on voit, nous, comme avocats, régulièrement des contrôles sociaux qui parfois se passent pas bien, alors que l'employeur n'est pas spécialement dans l'irrespect des procédures, mais parce que l'inspecteur est arrivé dans un contexte qui n'était pas préparé, et que les travailleurs ont mal réagi ou qui n'ont pas su comment réagir, qui n'ont pas été en mesure de montrer les bons documents tout de suite. Et ce sont des situations qui viennent vite ennuyer les inspecteurs sociaux, voire qui les énervent et qui peuvent crisper les choses. Et moi, il n'y a pas si longtemps que ça, eu le cas d'un restaurant dans lequel des inspecteurs sociaux se sont présentés et où il y a eu toute une série de demandes qui n'ont pas pu être honorées tout de suite parce que les documents étaient dans un bureau qui était fermé sous clé, etc., qu'on n'a pas trouvé la clé, etc. Ce sont des bêtises parce que les documents étaient présents, on a pu les fournir par la suite, mais ça a considérablement crispé la manière dont le contrôle social s'est déroulé. Et moi, j'ai vraiment constaté avec mes collaboratrices que le PV qui a été ensuite établi est vraiment un PV teinté d'énervement parce que l'inspecteur a perdu patience, en fait, voyant que son contrôle ne se déroulait pas comme il espérait. Alors, tous les inspecteurs ne sont pas des sombres fonctionnaires frustrés qui viennent juste pour vous embêter. Monsieur Branders vous disait que son inspection s'était somme toute relativement bien déroulée et que l'inspectrice ou l'inspecteur qui était sur place s'était bien comporté. Il y a aussi parfois des inspecteurs qui sont un peu plus cow-boys, entre guillemets, dans leur pratique. Et donc, c'est important de sensibiliser votre personnel et de lui expliquer vraiment, si quelqu'un se présente, comment réagir. Eh bien, une manière de réagir, c'est de tout de suite aller chercher la personne responsable, c'est-à-dire vous, en tant que chef d'entreprise. Si vous n'êtes pas présent, d'avoir toujours une personne responsable que vous aurez désignée pour pouvoir justement expliquer toutes les mesures que vous avez mises en place, montrer votre analyse de risque et dire à quel point elle est à jour, venir guider l'inspecteur au gré des locaux en lui expliquant signalétique à l'appui ce que vous avez mis en place, etc. et de le rassurer. C'est toujours mieux que de laisser un inspecteur quelque part mener son inspection tout seul avec du personnel qui n'est pas au courant. Être en mesure de pouvoir présenter les documents de base, c'est aussi très important d'expliquer à votre personnel qu'au-delà du coronavirus, quand un inspecteur vient sur place, il va vérifier les documents de base que sont le règlement de travail, les différents contrats de travail, et donc à nouveau, ce personnel soit en mesure de présenter cela à tout moment. Ça, c'est vraiment une règle d'or, mais en matière de coronavirus, c'est d'autant plus vrai qu'il y a toute cette paperasse liée aux attestations télétravail que les travailleurs doivent être, si vous n'êtes pas là, en mesure de présenter tout de suite et donc bien de réexpliquer que chacun doit l'avoir sur lui au moment d'un contrôle, donc entre guillemets, chaque fois qu'il est présent sur place. Si vous deviez être auditionné, et on va vous parler un peu plus en profondeur ensuite de la manière dont un contrôle se déroule et de ce que vous êtes effectivement tous travailleurs salariés, travailleurs indépendants, chefs d'entreprise susceptibles d'être auditionnés dans le cadre d'un contrôle social, vous avez un droit, qui est le droit à la concertation préalable avec un avocat, lorsque vous êtes dit suspect. Alors, ça veut dire quoi être suspect dans le cadre d'une audition? Ça veut juste dire que c'est vous la personne responsable si une infraction devait être constatée. Donc, vos travailleurs pourraient tous être auditionnés plutôt en qualité de témoins et vous, comme chef d'entreprise, plutôt en qualité de suspect. Avec cette casquette-là, vous avez le droit à la concertation préalable et donc vous avez ce droit à dire stop, j'appelle un avocat, je discute avec cet avocat et ensuite je suis auditionné. Et c'est très important aussi, si vous avez une inspection au cours de laquelle sont menées des auditions, tant pour vous que pour vos travailleurs, de bien expliquer à tout le monde que quand on est auditionné, il faut systématiquement demander la copie de votre audition.
Pourquoi? Parce que ensuite, lorsque l'inspection est clôturée, qu'il y a ou pas un PV qui est dressé, pour nous, quand on est consulté par la suite, le fait d'avoir accès aux auditions des différentes personnes qui ont été entendues par l'inspection nous permet vraiment d'avoir une idée claire de ce que l'inspecteur a recueilli comme information et donc de pouvoir aussi vous aider ensuite, et on va vous en reparler plus amplement dans la suite du webinaire, à déployer par exemple une défense vis-à-vis de l'auditeur du travail ou dans un second temps vis-à-vis des services qui traitent des amendes administratives. Mais c'est indispensable parce que une inspection est en fait s'inscrit dans le cadre d'une enquête qui est d'ordre pénal et comme toute enquête pénale, elle est tenue secrète. Et donc, les inspecteurs mènent leurs investigations, tiennent un dossier auquel vous n'aurez pas accès tant que toute cette procédure n'est pas clôturée. Mais vous allez devoir peut-être en amont, déployer des moyens de défense et donc l'accès à l'audition est indispensable dans ces conditions-là. Et donc vraiment, vous sensibilisez votre personnel, vous lui expliquez comment réagir en cas de contrôle, de rester calme, de répondre aux inspecteurs sociaux avec des réponses les plus fermées possibles, oui, non, de ne jamais fournir des explications spontanément, mais toujours se laisser guider par les questions qui sont posées au risque de donner trop d'informations ou de donner des informations qui sont compromettantes, d'être prêt à montrer les documents de base et en cas d'audition, ne pas paniquer. Pour vous, vous avez ce droit à la concertation préalable et pour tous les autres, et vous y compris, toujours bien demander copie de votre audition. Voilà, je cède la parole à Maître Wilgens pour la partie relative au déroulement des inspections. Bonjour à tous. Et donc, moi, je vais aborder avec vous une question un petit peu plus pratique de se dire pourquoi en amont, en fait, pourquoi ou comment est-ce qu'à un moment donné, votre entreprise est susceptible d'avoir la visite de l'inspection sociale. Alors, je dirais, et que ce soit par rapport au Covid ou par rapport à d'autres sujets de droit social, il y a deux types de visites, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une visite annoncée. Dans ce cas, en fait, vous recevez un courrier de l'inspection sociale qui vous prévient du jour et de l'heure où le contrôle va avoir lieu et parfois de l'objet du contrôle. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez avoir un courrier qui viendrait vous dire, voilà, on va venir contrôler le respect des dispositions Covid. Généralement, ici, ça ne se fait pas de cette manière-là, mais ça pourrait éventuellement. Donc là, vous êtes prévenu, vous savez quand et à quel sujet l'inspection va venir contrôler, ce qui vous permet évidemment de mieux préparer cette visite en ayant, donc comme Maître Alix vous l'avez dit, préparer les documents types qu'ils vont vous demander de produire, que le contrôle porte sur le Covid ou sur d'autres points, c'est-à-dire le règlement de travail, les contrats, les horaires, qui sont des documents qui doivent toujours être accessibles en cas de contrôle. Alors, la visite peut également être faite par surprise, c'est-à-dire que, comme M. Branders vous l'expliquait, à un moment donné, on vous appelle en disant il y a quelqu'un à la réception, donc c'est quelqu'un qui a une casquette d'inspecteur social. Et donc là, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes pas du tout prévenu, donc ça peut vraiment être une surprise. Et dans quel cas est-ce que cela peut arriver? Ça peut être une plainte d'un membre du personnel qui est toujours en service et qui n'est pas content parce qu'il n'a pas reçu le paiement de ses heures supplémentaires, parce qu'il estime que les mesures de Covid ne sont pas suffisamment respectées dans l'entreprise, qu'il n'a pas eu sa prime sectorielle, peu importe. Avec l'avantage que dans cette hypothèse-là, l'anonymat de l'auteur de la plainte est garanti par l'inspection sociale. Parce que, on veut évidemment éviter que le travailleur qui se plaint du non-respect par son employeur de dispositions en matière de bien-être au travail ou autres dispositions sociales, ne se retrouve évidemment licencié comme mesure représailles de la part de son employeur qui, plutôt que de se conformer aux règles, déciderait à un moment donné d'évincer la personne qui a été à l'origine de la plainte. Alors, ça peut également être quelqu'un qui ne travaille plus, donc suite à un licenciement. Là, vous avez parfois en fait un travailleur qui, après son licenciement, décide de dénoncer des pratiques de son employeur qui n'a pas osé faire tant qu'il était sous contrat de travail. Et là aussi, cette personne peut demander et bénéficier donc de l'anonymat. Et l'inspecteur n'a aucune obligation, au contraire, il doit garantir cet anonymat et ne pas vous le dire. Alors parfois, on a évidemment des soupçons quand on voit quel est l'objet du contrôle, quelle est la nature, ou quand ça coïncide justement à un licenciement qui s'est mal passé. On peut évidemment imaginer que l'auteur de la plainte est la personne qui vient d'être licenciée et qui n'était pas contente ou qui a souhaité en représailles réagir par rapport à son licenciement en envoyant l'inspection sociale.
Alors, ça peut également être une organisation professionnelle, la dénonciation d'un tiers. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un qui se rend dans vos bureaux, qui se rend compte que vous ne respectez pas et qui souhaite dénoncer. Donc, l'origine peut être diverse, mais dans ce cas-là aussi, vous ne le saurez pas. Soit l'auditorat du travail, le parquet, un juge d'instruction, dans le cadre d'enquêtes parfois plus générales, une administration. Donc, vous avez en fait donc, différentes origines possibles à un contrôle de l'inspection sociale au siège de votre société. Et parfois, vous ne saurez jamais. Et donc, vous arriverez à la fin d'un contrôle. Parfois, en fin de contrôle, quand on discute avec l'inspecteur, on dit maintenant, vous pouvez nous le dire, vous pouvez dire qui était à l'origine du contrôle. Mais dans certains cas, en fait, ils ne le disent pas et vous ne saurez jamais pourquoi ça a été chez vous. Et à ce sujet-là, en fait, vous avez des contrôles qui sont parfois organisés dans le cadre d'un choix de l'administration qui décide de vérifier un point d'attention particulier. Il y a eu à un moment donné, c'était une croisade contre les faux indépendants et donc vous aviez en fait dans différents secteurs, mais on ne vérifiait que la problématique des faux indépendants. Un autre moment, c'était les frais forfaitaires où donc vous aviez toujours dans le collimateur cette vérification-là, mais lors du contrôle, ils pouvaient aborder évidemment d'autres choses et vous demander d'autres informations ou constater d'autres irrégularités le cas échéant. Et chaque année, donc l'inspection sociale décide en fait parfois aussi de faire des contrôles dans certains secteurs. Donc ici, je sais qu'au mois de mai, ils annoncent des contrôles dans le secteur électrotechnique et de la construction aux alentours du mois de mai. Et donc, si vous êtes dans ce secteur-là, vous risquez d'avoir un contrôle. Souvent, ça se sait parce qu'en fait, les entreprises se connaissent et disent, tiens, on a eu l'inspecteur. Et puis alors, ils se rendent compte que ça suit de chantier en chantier. Donc, c'est effectivement l'angle d'attaque, je dirais, de l'inspection sociale. Alors, quels sont vos droits lorsque vous êtes prévenu du contrôle? Donc, c'est-à-dire, vous recevez un courrier qui vous dit on vient à tel jour, à telle heure. Il est possible que ça ne vous arrange pas, que la personne des ressources humaines ne soit pas présente. Donc, vous pouvez évidemment demander un report en disant ce jour-là, ça n'est pas possible et de souhaiter un report, voire pour avoir le temps, effectivement, donc, comme Maître Alix vous le disait, de consulter son avocat avant la visite pour pouvoir s'y préparer au mieux. L'inspection n'est pas obligée d'y répondre. Et là, je dirais, il ne faut pas attendre la veille. C'est évident que si la veille du contrôle, vous demandez un report alors que vous avez été prévenu 15 jours avant, ça passera moins bien que si dès que vous recevez le courrier, vous demandez un report. Et il ne faut pas abuser de ce genre de demande pour ne pas agacer évidemment l'inspection qui, à un moment donné, si elle a décidé de venir vous contrôler, ce n'est pas pour qu'on contrôle systématiquement. On peut aussi, si la lettre n'est pas suffisamment précise, demander des informations complémentaires en disant, voilà, vous nous dites que vous venez tel jour, est-ce que je dois préparer certains documents, est-ce qu'il y a des choses plus particulières auxquelles je dois faire attention? Et donc là, vous pouvez demander. De nouveau, l'inspection sociale peut vous répondre, mais il n'y a aucune obligation parce qu'ils peuvent aussi se garder un petit peu l'effet de surprise, même s'ils ont annoncé le contrôle. Vous pouvez vous faire assister. Donc, une fois que vous avez la date et l'heure, vous pouvez évidemment demander que ce soit votre comptable, votre DRH ou votre avocat pour pouvoir vous aider à répondre aux questions de l'inspection sociale. Et avant ça, il faut évidemment que tous les documents qui ont été demandés soient préparés et vous devez vous soumettre au contrôle. Malheureusement, vous ne pouvez pas décider en fait donc de refuser la visite de l'inspection ou de refuser le contrôle. Ceci serait évidemment, vous serez reproché et serait évidemment quelque chose qui pourrait susciter en fait donc d'autres ennuis pour votre société. Vous n'avez pas le choix, malheureusement, lorsqu'il se présente, que ce soit annoncé ou pas, vous devez vous soumettre au contrôle. Et vous soumettre au contrôle où est-ce qu'ils peuvent venir lorsqu'ils décident en fait donc d'effectuer un contrôle. Évidemment au siège de l'entreprise, c'est généralement le premier endroit où les inspecteurs se présentent, mais sur tout lieu de travail ou assimilé, c'est-à-dire que ça peut être sur un chantier, ça peut être chez un client lorsque vous avez du personnel qui est détaché auprès d'un client, auprès du secrétariat social pour aller vérifier puisque les documents sociaux se retrouvent là aussi. Et donc plus particulièrement par rapport au Covid, il est évident que là, ce sera sur le lieu de travail, sur tous les lieux de travail pour vérifier si les mesures spécifiques au respect donc, des dispositions en matière de Covid ont bien été respectées, mais aussi au siège, même s'il n'y a pas de personnel au siège de l'entreprise, là, pour vérifier la validité des documents administratifs. Et alors, qui peut faire le contrôle? Parce qu'on parle toujours d'un contrôle de l'inspection sociale, mais sous le verbo inspection sociale ou contrôle de l'inspection sociale, ça recouvre en fait différents services. Vous avez le premier, le plus important dans le cadre des contrôles, c'est le contrôle des lois sociales, où là, c'est la défense des droits individuels et collectifs des travailleurs. Donc, c'est tout ce qui concerne, je dirais, le droit social ou le droit du travail au sens large. Mais vous avez aussi le contrôle du bien-être au travail, qui est là et plus par rapport à des mesures de sécurité, de normes
en fait, donc, par rapport pour contrer le harcèlement au travail. Mais également, vous pouvez avoir un contrôle qui va être effectué à l'origine de l'ONSS, donc l'Office national de sécurité sociale, qui va vérifier dans quelle mesure vous payez bien vos cotisations sociales, vous respectez les droits sociaux des travailleurs. Et c'est dans ce contexte-là que les croisades contre les faux indépendants étaient menées éventuellement par l'ONSS, qui voulait vérifier si la personne était dans la bonne case. Et si vous aviez appel à des indépendants, si ceux-ci étaient des vrais indépendants et s'il n'y avait pas lieu de les requalifier en travailleurs salariés et donc de réclamer le paiement de cotisations sociales de travailleurs salariés. Le NEM, et donc là, c'est le respect de la réglementation chômage. Et donc ça, il y a énormément de contrôle pour l'instant, parce que dans le cadre de la crise Covid, il a été très facile de mettre du personnel en chômage Covid, ce qui était tout à fait normal vu le caractère tout à fait exceptionnel de la crise que nous avons traversée et l'inactivité de certains secteurs. Mais maintenant, évidemment, l'ONEM vient vérifier dans quelle mesure, lorsque vous avez mis des gens au chômage, en même temps, vous ne les avez pas fait travailler et que vous avez bien respecté quand même les dispositions qui imposent que les jours de chômage, on ne peut pas effectuer de prestations et on ne peut évidemment pas être rémunéré pour le jour où on a été en chômage. Donc tout ça, aujourd'hui, est contrôlé plus spécifiquement donc, dans le cadre du chômage Covid. Alors, vous avez aussi donc l'INAMI, ça c'est en matière d'assurance, soins de santé, indemnité. L'INASTI, ça ce sont pour les travailleurs indépendants. Si vous avez des indépendants, on peut les contrôler aussi, pas seulement pour voir si ce sont des vrais indépendants, mais pour voir si toutes les obligations à leur égard sont remplies également. Alors, en matière de Covid, donc je l'ai déjà dit, mais donc en priorité ici, le contrôle va être effectué par le contrôle des lois sociales, le contrôle du bien-être, pour vérifier là, comme Maître Alix vous l'expliquait, la mise en place des mesures spécifiques au Covid. Et donc là, comme M. Branders le disait, les inspecteurs viennent aussi vous aider, vous conseiller. Donc, ils ont une mission d'accompagnement et de prévention. Donc, ils ne viennent pas seulement pour montrer le gros doigt, ils peuvent aussi venir pour vous donner des conseils, vérifier si tout a été fait correctement. Et ici, récemment, vous aurez certainement entendu qu'il y avait un renforcement des contrôles par rapport en fait au télétravail parce que malheureusement, le télétravail n'était pas systématiquement suivi par les employeurs et donc il y avait une volonté de vérifier si le télétravail allait être mieux à respecter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir aller au domicile de votre personnel, ils vont venir au siège de la société et grâce aux attestations donc, de télétravail, on va devoir vérifier si la personne est bien au siège de la société le jour où elle doit y être et qu'elle n'y est pas le jour où elle n'est pas censée y être et que si elle y est, elle a de bonnes raisons de se retrouver au siège de la société. Et donc, pourquoi, ça c'est sur l'attestation, de manière circonstanciée, cette personne ne peut pas effectuer son travail au départ de son domicile. Et donc, je l'ai dit, vous avez l'ONSS et le NEM qui vont effectivement vérifier aussi en termes plus administratifs, donc du recours au chômage et du respect des dispositions en matière de cotisation sociale. Et lors des contrôles, vous pouvez parfois avoir juste un inspecteur tout seul, parfois ils sont plusieurs et parfois ils peuvent être accompagnés de la police également. Ça, c'est plus si vous avez été éventuellement réfractaire une fois, la fois d'après, ils pourraient éventuellement être accompagnés de la police pour être plus persuasifs dans la tenue de leur contrôle. Voilà, j'ai parlé peut-être un petit peu vite, mais j'ai essayé de rattraper le temps parce que je vois que le temps file et qu'il y a encore certains sujets à aborder. Donc, je vais laisser la parole à Maître Caroline Boumal. Voilà, bonjour à tous. Donc, ensemble, on va un petit peu passer par une phase un petit peu plus théorique, mais néanmoins importante, parce qu'il s'agit en fait des pouvoirs des inspecteurs sociaux, de ce qu'ils peuvent faire ou pas et de l'étendue de ces pouvoirs. Alors, une première chose importante à savoir et à garder à l'esprit, c'est que les inspecteurs sociaux n'ont pas la qualité d'officiers de la police judiciaire. Ils ont toutefois des pouvoirs importants, assez étendus, mais qui restent limités à la sphère du travail. Par contre, ils peuvent se faire assister par la police, comme Maître Wingens l'expliquait à l'instant, dans le cadre de certains contrôles sociaux, par exemple dans des milieux un petit peu plus à risque ou en cas de contrôle de grande envergure. Alors, de façon générale, tous les pouvoirs des inspecteurs sociaux sont repris dans le Code pénal social des articles 22 à 49, ça c'est juste pour info. Et ensemble, on va juste parcourir en fait les pouvoirs qui peuvent trouver à s'appliquer en cas de contrôle Covid. Donc, premièrement, les inspecteurs sociaux ont accès au bâtiment dans lequel le travail est effectué. Donc, sur présentation de leur carte de légitimation, ils peuvent avoir accès au bâtiment à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable de l'employeur. Donc, comme Maître Wingens s'expliquait, un contrôle surprise est tout à fait possible. Donc, il s'agit de tous les espaces aussi où ils supposent que les travailleurs sont à l'œuvre.
Il y a une grande exception à cela, c'est que les inspecteurs sociaux ne sont pas autorisés à pénétrer dans des locaux habités. Donc, il y a tout un débat autour de cette notion de locaux habités que je vais vous épargner aujourd'hui. C'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué quand il s'agit, par exemple, d'un domicile où il y a également un travailleur indépendant qui pratique. Alors, il y a des exceptions à cette interdiction de pénétrer dans des locaux habités. Il y a tout premièrement le constat de flagrant délit. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On pourrait tout à fait imaginer un inspecteur social qui se promène et qui voit une maison, et devant cette maison, une camionnette d'ouvriers, et qui voit par la fenêtre de la maison des ouvriers en train de peindre des murs, d'enduire, peu importe, sans distanciation sociale entre eux, sans masque. Et dans ce cas-là, il pourrait se dire, voilà, ici, il y a un travail qui ne respecte pas les mesures Covid, c'est un flagrant délit, je vais procéder à un contrôle. Ensuite, il pourrait pénétrer dans un local habité à la demande ou à l'accord de la personne qui a la jouissance de l'espace. Donc, sonner, demander est-ce que je peux rentrer. Si la personne dit oui, dans ce cas-là, il peut rentrer. Ensuite, en cas d'appel provenant de ce lieu, donc c'est un petit peu plus difficile à imaginer, mais voilà, ça fait partie des exceptions existantes. C'est la possibilité d'une personne vivant dans un lieu qui appellerait et demanderait un contrôle social dans ce lieu. Ensuite, c'est le cas de l'incendie ou de l'inondation. Donc, à nouveau, on imagine mal un inspecteur social profiter d'un incendie ou d'inondation pour faire un contrôle social surprise, mais ça fait tout de même partie des exceptions prévues légalement. Et enfin, la plus importante des exceptions, c'est tout simplement l'autorisation de visite domiciliaire qui est délivrée par un juge d'instruction. Alors, ensuite, au cours de leur contrôle social, les inspecteurs sociaux peuvent évidemment procéder au contrôle de l'identité des personnes qui sont sur place. À cette fin, ils sont donc tout à fait autorisés à vous demander votre carte d'identité ou tout autre document prouvant votre identité. Ils sont également autorisés à auditionner toutes les personnes qui se trouvent sur place et dont ils estiment l'audition nécessaire pour leur contrôle et pour la constatation ou non d'infraction. Donc, ça peut être des auditions tout seul ou par groupe, avec témoin ou non. Et on peut auditionner un employeur, un travailleur, un membre de la délégation syndicale, du CE ou du CPPT. Donc, ça peut vraiment être n'importe qui. Alors ensuite, les inspecteurs sociaux ont évidemment la possibilité de rechercher et de demander la production de documents et de supports d'information. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un support d'information? Eh bien, c'est tous les documents et toutes les données sociales ou légales qui sont nécessaires à leur enquête. Il peut s'agir de supports d'information numériques ou digitaux, de documents, de listes, de registres, de classeurs, de livres, tout ce qui en fait contient une information qui leur permet d'avoir des informations sur l'entreprise et de réaliser leur enquête. Le contenant est sans importance, c'est vraiment le contenu qui compte et donc il peut s'agir de support papier ou de support informatique. Un autre pouvoir important des inspecteurs sociaux, c'est la possibilité pour eux de filmer ou de photographier les lieux visités ou même d'utiliser les images et caméras de surveillance qui sont sur place dans une entreprise. Alors, dans ce cas-là, leur procès verbal doit vraiment suivre un canevas particulier et remplir un certain nombre d'informations et d'informations nécessaires que je ne vais pas reparcourir ici, mais c'est vraiment de la pure forme. Ils peuvent aussi utiliser des images qui proviennent de tiers, donc d'autres personnes qui auraient filmé une infraction ou quelque chose qui ne va pas, mais dans ce cas-là, ces images doivent avoir été obtenues de façon légitime. Et ensuite, les inspecteurs sociaux peuvent procéder à un repérage des lieux. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire, entre guillemets, une planque et venir voir quelques jours à l'avance qui vient travailler sur les lieux de travail. Est-ce que c'est tous les jours les mêmes travailleurs? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce qu'ils sont seuls? Voilà, ça c'est intéressant pour eux de le faire, à la condition évidemment de ne pas dépasser 5 jours de repérage. Parce que dans ce cas-là, ils tombent en fait dans le cadre des méthodes particulières de recherche. Et ces méthodes particulières de recherche, en fait, font partie de l'enquête qui nécessite l'intervention d'un juge d'instruction. Alors enfin, les inspecteurs sociaux ont toute une autre série de pouvoirs généraux, notamment le droit de communiquer des données et des informations à d'autres services, d'en demander à d'autres services. Il y a aussi une coopération internationale qui peut se faire, donc des échanges d'infos entre les pays. Et ils ont, comme je disais tout au début, le droit de requérir l'assistance de la police locale ou fédérale. En plus de ces pouvoirs généraux, les inspecteurs sociaux ont également des pouvoirs particuliers qui vont encore plus loin que les pouvoirs généraux, qui sont encore plus impactants. Donc, ils en ont de nouveau une certaine quantité, mais ici, je vais vraiment pointer deux pouvoirs qui sont intéressants au niveau Covid.
Tout d'abord, il s'agit de la mise sous scellé. La mise sous scellé peut concerner les lieux de travail, des supports d'information, des équipements, des installations, des machines, du matériel, à peu près tout ce qui est possible et imaginable. En ce qui concerne les supports d'information, une saisie ou une mise sous scellé ne peut être faite que dans un but de rechercher ou d'établir l'existence d'une infraction ou pour éviter que les infractions persistent ou soient commises avec ces supports. Et les biens meubles et immeubles peuvent être mis sous scellé dans les cas où c'est nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction, lorsqu'il y a un danger que les infractions persistent ou soient commises, ou lorsque les dangers semblent imminents. Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre la mise sous scellé de supports d'information et la mise sous scellé de biens meubles et immeubles. Et enfin, juste pour info, pour le savoir, la mise sous scellé d'un inspecteur social est une scellée dite administrative et pas judiciaire. La mise sous scellé judiciaire requérant de nouveau l'intervention du ministère public. Enfin, ce qui peut être ici intéressant en ce qui concerne le Covid, c'est ce pouvoir particulier en fait de cessation du travail et d'évacuation des lieux de travail. Donc voilà, les inspecteurs sociaux peuvent ordonner la cessation de tout travail sur un lieu qui est soumis à leur contrôle si la santé ou la sécurité des travailleurs l'exige. Et donc voilà, ils se rendraient sur un lieu de travail où ils verraient que les mesures ne sont absolument pas respectées, que les personnes sont clairement en danger. On peut tout à fait imaginer qu'ils ordonnent de ce fait immédiatement la cessation du travail et demande à chacun de rentrer chez soi. On pourrait aussi imaginer qu'il demande une cessation du travail dans le cas où les mesures organisationnelles ne sont pas mises en place par l'employeur. Donc ça, il s'agit de toutes les mesures dont Maître Alix avait parlé au début. Donc par exemple, une entreprise où il n'y aurait aucun gel hydroalcoolique à disposition, ou au niveau des sanitaires, il y aurait encore des essuie-mains disponibles, ou que les séchoirs à main électriques fonctionneraient encore. Et que du coup, ça rend la sécurité, ça met la sécurité et la santé des travailleurs en danger. Dans ce cas-là, il pourrait également cesser l'organisation du travail. Alors, cette cessation du travail, elle est en fait temporaire. Elle est autorisée le temps que la personne compétente, donc l'employeur, fasse le nécessaire pour mettre en place les mesures de protection et les mesures sanitaires essentielles. Voilà. Et enfin, évidemment, il est important de savoir qu'il y a un recours qui est prévu, un recours administratif qui est prévu contre ces mesures. Et donc, les personnes contre qui ces mesures ont été prises peuvent exercer un recours par voie recommandée auprès du ministre dont relève l'inspecteur social qui les a prescrites. Donc, c'est-à-dire que si c'est un organisme de contrôle social régional qui a fait le contrôle, ce sera auprès du ministre régional. Si c'est un organisme fédéral, auprès du ministre fédéral. Et enfin, quelque chose d'important, c'est que le recours n'est pas suspensif. Donc, tant que le recours est ouvert et court, les mesures décidées par l'inspecteur social continuent de s'appliquer. Il faut vraiment attendre la fin du recours et la décision du ministre pour retrouver une situation normale. Donc voilà, j'ai été assez vite sur ces petites notions théoriques. Et maintenant, je vais passer la parole à Maître Rousseau qui va vous parler des sanctions qui sont applicables. Bonjour à tous, je vais donc pour ma part vous parler de l'application des sanctions à proprement parler. Donc, dans la pratique, nous avons un inspecteur social qui va se rendre au siège de l'entreprise et qui va constater des infractions. À ce stade, l'inspecteur social va avoir un certain pouvoir d'appréciation, à savoir qu'il aura le choix entre plusieurs décisions. Alors, la décision la plus clémente est l'octroi d'un avertissement qui va donc viser à mettre fin à l'infraction pour le futur. L'inspecteur pourrait également décider de fixer un délai à l'employeur pour que celui-ci puisse se mettre en règle et ensuite venir éventuellement recontrôler. Ou, cas de figure le plus embêtant, c'est le procès verbal. Donc, l'inspecteur social n'aura pas d'obligation de dénoncer toutes les infractions qu'il constate à l'auditeur du travail, mais il ne va pas non plus pouvoir exercer ce pouvoir d'appréciation de manière totalement arbitraire. Il doit quand même tenir compte des procédures en interne, des habitudes, afin de garantir une certaine uniformité entre les sanctions qui sont appliquées, d'une part, et alors d'autre part, l'inspecteur sera toujours obligé de motiver sa décision, et donc raison pour laquelle il ne va pas pouvoir simplement donner un avertissement si on est dans le cadre, par exemple, d'une infraction relativement grave. Donc, dans le cas où nous sommes
où l'inspecteur social décide de dresser un PV, ce PV sera immédiatement transmis d'une part au ministère public, donc ça c'est le volet justice, ainsi qu'à l'auteur présumé de l'infraction, donc en l'occurrence l'employeur ou autre personne concernée par cette infraction. Et alors ce PV, un exemplaire de ce PV sera également transmis à la direction des amendes administratives, qui sera chargée de décider s'il y a lieu d'infliger ou non une amende administrative. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Alors, le procès-verbal en lui-même va faire foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il remplisse un certain nombre de formalités, dont notamment le fait qu'il doit être communiqué au contrevenant dans un certain délai qui est globalement de 14 jours, délai qui prend cours le lendemain de la constatation de l'infraction. Et alors, la sanction va dépendre du niveau de l'infraction. Là, je vous ai créé un petit tableau reprenant les différents niveaux de sanctions en fonction de l'infraction. Ce tableau, enfin, ces sanctions sont reprises à l'article 101 du Code pénal social. Et donc, il s'agit évidemment d'amendes pour des infractions au droit du travail et à la sécurité sociale uniquement. C'est vraiment spécifique à ces matières. Les montants que vous avez sur ce tableau sont les montants avant l'application des décimes additionnels. Je joindrai le tableau avec les montants qui sont appliqués concrètement par après. Mais donc, à ce stade, il faut bien différencier les poursuites du ministère public et donc en matière de législation sociale de l'auditeur du travail, des poursuites de l'administration. On va commencer avec les poursuites du ministère public. Donc voilà, tout d'abord une précision importante, comme vous pouvez le voir donc sur le tableau que je vous avais mis avant, le ministère public ne sera pas habilité à poursuivre des infractions punies d'une sanction de niveau 1, ce qu'on appelle les infractions légères. Pour ce type d'infraction, seule une amende administrative pourra être appliquée. Donc pour les infractions punies d'une sanction de niveau 2, 3 ou 4, l'auditeur du travail va donc analyser le PV qui a été établi par l'inspecteur social et il va pouvoir prendre différentes décisions sur base de ce PV. Donc, il pourra décider de renoncer à poursuivre pénalement. C'est ce qu'on appelle plus communément le classement sans suite. Il va également pouvoir proposer l'extinction de l'action publique via une transaction, donc simplement le paiement d'une somme d'argent qui met fin à toute poursuite ou une médiation pénale. Il pourra également décider d'intenter l'action civile devant le tribunal du travail. Donc ça, c'est un petit peu plus particulier. Il s'agit d'une action collective qui est intentée par l'auditeur du travail au nom de la collectivité des personnes préjudiciées et qui va permettre en fait, donc en l'occurrence aux travailleurs éventuellement concernés de venir se greffer à cette procédure qui a été intentée au civil. Et alors la décision la plus sévère, c'est évidemment lorsque l'auditeur décide qu'il y a lieu de poursuivre devant le tribunal correctionnel. Alors dans ce cas de figure, c'est au bout du compte le juge qui va décider si une sanction pénale doit être infligée ou non. Et alors, comme vous pouviez le voir sur mon tableau, donc il peut s'agir soit d'une amende pénale et dans des cas exceptionnels, donc pour des infractions punies d'une sanction de niveau 4, ça peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement. Alors, il y a également, dans certains cas, des mesures particulières qui peuvent être prises, telles que, et ça c'est intéressant en matière de Covid notamment, telles que l'interdiction d'exploitation, l'interdiction professionnelle ou la fermeture d'entreprise. Et ce type de mesures particulières ne seront possibles que pour des sanctions de niveau 3 ou 4. Alors là, on a fait le tour des décisions que peut prendre l'auditeur du travail. Lorsque l'auditeur du travail décide de ne pas intenter de poursuite pénale et décide donc de classer sans suite, le dossier va être transmis à la direction des amendes administratives du SPF qui va reprendre la main et qui sera donc compétente pour examiner le PV constatant l'infraction et décider s'il y a lieu d'y donner suite ou non. Donc là, je rappelle une fois de plus que pour les infractions légères de niveau 1, on passe directement, le dossier passe directement à la direction des amendes administratives, on ne passe pas par la case justice.
Donc, ce service des amendes, de la direction des amendes administratives va à son tour analyser le dossier et décider d'infliger ou non une amende administrative. Et c'est également elle qui va déterminer le montant de cette amende sur base de différents éléments. Et plusieurs critères seront pris en compte, notamment la récidive, les circonstances atténuantes que pourrait faire valoir un employeur ou autre. La direction pourrait également décider d'octroyer un sursis, donc décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'amende qui aurait été prononcée. Mais dans tous les cas, et j'insiste là-dessus, une amende administrative et une amende pénale ne peuvent jamais se cumuler pour une même infraction. Donc, on ne parlera d'amende administrative qu'en cas de classement sans suite par l'auditeur. Si l'auditeur a pris une décision, toute la procédure s'arrête à ce stade-là. Alors ici, j'en arrive au montant concret des amendes, comme je vous en parlais il y a un instant. Donc pour connaître le montant des minima et des maxima des amendes qui peuvent réellement être appliquées en cas d'amende administrative, il faut multiplier les montants théoriques du tableau que je vous avais montré juste avant par les décimes additionnels applicables. Donc en l'occurrence, ça revient à faire une multiplication par 8, ce qui donne les montants repris dans le tableau. Donc on voit que par exemple pour une amende pénale de niveau 2, on était tout à l'heure à une amende de 50 à 500 € et maintenant on est de 400 à 4000 €. Donc c'est considérable quand même comme montant. Et alors, il faut également tenir compte de la possibilité de multiplication de ces amendes par le nombre de travailleurs concernés. Cette multiplication est tout de même plafonnée, à savoir que le plafond correspond à l'amende maximale multipliée par 100. Et cette multiplication de l'amende par le nombre de travailleurs concernés n'est possible que lorsque le Code pénal social le prévoit explicitement. C'est notamment le cas en matière d'infraction Covid. J'en arrive d'ailleurs aux sanctions en cas d'infraction aux mesures Covid en tant que telles. Donc, on vous l'a répété, et vous le savez bien désormais, que dorénavant, lorsqu'un inspecteur fait un contrôle dans une entreprise et qu'il constate le non-respect des obligations en matière de règles sanitaires, il constate ce manquement et il peut également prendre différentes décisions. J'ai repris ici les grandes obligations, donc tout ce qui est interdiction de faire travailler dans certains secteurs, par exemple les boîtes de nuit qui doivent rester fermées, l'obligation de garantir les règles de distanciation sociale, les mesures de prévention appropriées, le télétravail obligatoire, le port du masque obligatoire. Et donc concrètement, en cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur peut se voir imposer soit une amende pénale qui va de 400 à 4000 € ou une amende administrative qui peut aller de 200 à 2000 €, ce qui correspond donc à une sanction de niveau 2 sur base du Code pénal social. Alors, comme je vous le disais, c'est une précision importante, le montant de cette amende va pouvoir être multiplié par le nombre de travailleurs concernés. Donc, si un inspecteur descend dans une entreprise et constate que plusieurs travailleurs ne respectent pas les mesures Covid obligatoires, il va pouvoir additionner le nombre de travailleurs concernés et multiplier l'amende en conséquence. Je terminerai par ce slide dans lequel je reprends une série d'exemples qui sont tout à fait hors Covid, plus générales, pour que vous vous rendiez compte un petit peu d'où on se situe en fonction de l'infraction. On voit notamment la première infraction que je cite, ce sont les infractions en matière de santé et sécurité au travail qui ont entraîné des ennuis de santé ou une incapacité de travail. Ça, on peut tout à fait imaginer que ce type d'infraction s'applique en matière de Covid. Donc, on constate qu'en fait, le non-respect par l'employeur a entraîné la contamination de toute une série de travailleurs. Et donc, on pourrait imaginer qu'on bascule dans ce type d'infraction et donc dans une sanction de niveau 3 ou 4. De manière plus générale, on a tout ce qui est mise à disposition de personnel, absence de déclaration de l'emploi. Donc ça, c'est lorsqu'on oublie de faire une dimonade. Donc on voit que les sanctions sont quand même assez
assez importantes. On est dans un niveau 3 ou 4. Voilà, donc il faut y être attentif. Ça peut rapidement être préjudiciable. Voilà, je m'arrête ici. Merci à tous pour votre attention et nous allons vérifier le chat pour faire le point sur vos questions éventuelles. Merci à tous.